Aïcha Bobo, bonjour. Bonjour, Monsieur Khalif. Comment tu vas? Bien, merci. Alors, parle-nous de toi, d'où tu viens, ton enfance, ton parcours scolaire, ta famille. Moi, je suis Aïcha Bobo. Je suis originaire de la région de l'Adamawa, en particulier du département de Faro et Béon, dans l'arrondissement de Galim-Tinière. Mon parcours scolaire, j'ai commencé à Yaoundé, la petite section à la grande section. Ensuite, je suis revenue dans l'Adamawa, dans la famille de mon papa, où j'ai fait de la silo CE1. Ensuite, je suis repartie à Yaoundé. Et de Yaoundé, je suis allée continuer mes études dans le centre, notamment à Bafia. Vous connaissez la ville de Bafia? Bien sûr. Oui, je suis allée à Bafia. J'ai fait pratiquement 11 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai eu mon bac. C'est là-bas que j'ai fréquenté tout mon parcours secondaire. Et après là-bas, j'ai dû revenir sur Douala, où je fais actuellement mes études supérieures à l'université de Douala, à la faculté des sciences. Mon papa, c'est un homme prodigame. Il a eu 5 femmes. Ma maman était la deuxième. Je ne saurais dire exactement combien je suis parmi la totalité des enfants, mais chez ma maman, je suis la 5e, l'avant-dernière. Ça t'arrive souvent d'aller du côté de Galim-Tinière? La dernière fois que tu as été, c'était quand? Bien sûr, j'arrive souvent là au festival, je vais régulièrement. Au festival Niam Niam? Oui, monsieur, je suis au festival Niam Niam. Et c'est un magnifique festival. Très beau. C'est toute notre culture. De toute la culture. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire sur le festival Niam Niam? Le festival Niam Niam, c'est un festival qui regroupe et met en valeur toute notre tradition, toute notre culture, c'est notre identité culturelle. On va dire, un peu comme les Douala, ils ont leur festival. Et nous, chez nous, au nord, chez nous, à Galim, c'est le festival Niam Niam. C'est notre culture, c'est nos valeurs. Super. Alors, installé du côté de Douala depuis combien d'années déjà? Ça fait pratiquement 3 ans aujourd'hui. 3 ans, où tu fais des études en biochimie. En biochimie. Il faut également noter que tu es passionnée de sport, tu es handballeuse, et il y a un autre amour qui vient se compléter à la liste de tes amours, c'est bien sûr le concours de beauté. Comment est-ce que naissent ces amours-là, le sport et la beauté? Concernant le sport, moi je suis née dans une famille où il y a toujours du sport. Donc ça n'a pas été difficile pour moi, j'ai grandi avec le sport. Sauf qu'à ce moment, j'ai juste choisi une direction différente. Parce que dans ma famille, il y a des basketteurs, il y a des footballeurs, il y a des volleyeurs. Donc je suis la seule personne qui s'est un peu rebellée et est partie faire le handball. Est-ce que dans la famille, c'est des sportifs de haut niveau ou bien alors c'est seulement passion? Ça part de la passion, mais ça les a conduits aussi au haut niveau puisqu'ils ont joué du championnat national. Ils ont fait des compétitions internationales également. Et par la grâce de Dieu, moi aussi aujourd'hui, je fais des compétitions. Et le concours de beauté alors? Concours de beauté, il n'y a personne dans ma famille qui a eu à le faire. Pour ma part, j'ai toujours aimé le faire parce que je regarde beaucoup les défilés de mannequins. J'ai toujours voulu me retrouver dans ce milieu. Donc, c'est plus qu'une passion. Je veux dire, c'est une révélation. J'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé les défilés. Donc, cette année, j'ai dit que pourquoi pas essayer. Pourquoi pas essayer concours Miss Cameroun? Oui, C'est bien ça. Mais avant Miss Cameroun, est-ce qu'il y a d'autres concours de beauté dont tu as participé? Oui, monsieur Khalif, il y a eu d'autres concours, notamment j'ai participé, mon tout premier concours d'ailleurs, c'était à l'université de Douala. J'ai fait le concours Miss Faculté des Sciences. Bien que je n'ai pas gagné, je ne suis pas découragée. J'ai continué en faisant Miss UNESCO et cette année-là, j'ai gagné. C'est vrai qu'entre Miss UNESCO, je vous en prie, et Miss Cameroun aujourd'hui, il y a vraiment un grand décalage d'années. Parce que j'ai décidé d'abord de pouvoir continuer les études. Aujourd'hui, j'ai fait Miss Cameroun et c'est mon 3e concours et j'espère que ça va bien se passer. Mais ça se passe déjà bien parce que au niveau régional, vous n'étiez peut-être pas la seule, vous étiez nombreuses et aujourd'hui, tu as la possibilité de représenter la région de l'Adamawa, ta région natale. Bien sûr. Est-ce que ça a été facile?
Ça n'a pas été facile parce qu'on ne peut pas dire des candidates qu'elles sont faciles. Si une candidate vient se présenter, c'est qu'elle se sent capable, elle se sent en mesure de pouvoir représenter la région. Elle a des ressources pour pouvoir le faire. Alors, si elle se présente, c'est qu'elle n'est pas à prendre à la légère. Ce qui fait la différence, selon moi, c'est du point de vue juridique. Ça dépend entièrement du jury, de ce qu'il pense, de ce qu'il recherche. Leur choix s'est porté cette fois sur moi et j'en suis tellement reconnaissante. Alors, si on te demandait qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et les autres candidates avec qui tu as concouru pour la place de Miss Cameroun Adamawa? Honnêtement, je ne saurais le dire parce que nous toutes, nous étions toutes belles. Nous avons eu toutes des ressources nécessaires. Nous avons été mises dans les mêmes conditions par le comité. Nous n'avons pas eu de candidats supérieurs aux autres. Nous avons eu tous le même traitement. Moi, je dirais plutôt que la préparation de chacune de son côté, hors comité, peut-être c'est ce qui a fait la différence. Peut-être parce que tu es habitué des compétitions, un peu comme tu as pris les mêmes préparations, un peu comme quand tu es en compétition sportive. Vous savez, on peut peut-être assimiler ça d'une certaine façon, mais les concours de beauté sont vraiment pas pareils que les compétitions de sport. Parce qu'au sport, c'est une préparation collective. Ce sont des sports d'équipe. Nous nous préparons ensemble. C'est plus facile d'aller au choc parce que tu te sens protégé par tes coéquipières. Dans un concours de beauté comme Miss Cameroun, ce n'est pas évident parce que tu te prépares certes avec ton équipe, mais tu es seul à compétir. Tu es toute seule à compétir. Donc c'est un travail psychologique, c'est un travail physique, c'est un travail émotionnel, c'est un travail sur tous les plans. Et je crois que c'est là la différence. Aïssatou Aïcha Bobo, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, tu représenteras la région de l'Adamawa à la 17e édition de Miss Cameroun 2024 du côté de Yaoundé, qui se déroulera sur le thème lutter contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est un thème qui te parle assez. On voudrait bien comprendre pourquoi. Déjà, salam alaikum, la région de l'Adamawa, et merci Monsieur Khalif pour cette question qui me va droit au cœur, car je l'attendais impatiemment. Alors, il est faut noter que dans le septentrion, je vais me focaliser en particulier sur la région de l'Adamawa. Les femmes font face à de nombreuses violences. Elles ne sont pas que d'ordre physique, elles sont d'ordre verbal, elles sont d'ordre psychologique, elles sont d'ordre social, elles sont d'ordre économique. Comment pallier à tout cela? Ça, c'est une grande question qui reste posée. Récemment, M. Khalif, j'ai été au ministère de la promotion de la femme et de la famille du département de la Vigna, où j'ai rencontré Madame le délégué. Avec elle, on a eu un très long échange. Elle m'a donc fait savoir que depuis le début de cette année, en particulier, nous avons enregistré 7 viols sur mineurs. 7 viols sur mineurs, M. Khalif, c'est énorme. Le dernier viol en cours est celui d'un enfant de 3 ans par un papa. Alors la difficulté que nous rencontrons dans ce genre de situation, c'est que lorsque le ministère se met en action, elles sont freinées. Il y a des problèmes tels que le bourreau en question est protégé. Alors ça nous amène à la question de savoir pourquoi est-ce que la loi nomme-t-il des organismes compétents pour pouvoir réagir face à cette situation, si cette même loi, si cette même administration vient mettre des bâtons dans les roues à ces organismes et n'arrive pas à réagir. Monsieur Khalif, je vous prends un simple exemple. Si aujourd'hui vous êtes personnel du ministère et que vous êtes appelé à arrêter un bourreau, et que ce bourreau qui a eu un acte décent face à une petite fille, indécent, tu voulais dire? Justement, un acte indécent, et il est mis en cellule. Vous qui avez une famille, Monsieur Khalif, vous vous retrouvez un jour au marché face à ce bourreau qui a été libéré. Comment est-ce que vous vous sentez? Mal. N'avez-vous pas peur pour vous-même? N'avez-vous pas peur pour votre famille? Comment est-ce que vous vivez à ce moment-là? Irez-vous contre les décisions supérieures au risque de perdre votre travail? Comment nourrirez-vous votre famille? Ce sont là des questions qu'il faut se poser. Ce sont là des questions auxquelles il faut répondre. Bon, maintenant, face à
à ce genre de situation en tant que Miss Cameroun Adamawa, potentielle Miss Cameroun? Quels sont les mécanismes que tu mettras en marche pour pallier à ce genre de comportement sociétal? Monsieur Khalif, vous pouvez être sûr que par ma voix, ces petits problèmes, parce que moi je vais appeler ça des petits problèmes, qui pourront devenir des problèmes très grands, parce qu'aujourd'hui on parle, mais demain qu'est-ce qu'il en sera? Par ma voix, pas que dans la Damawa, mais partout dans le Cameroun, et si possible partout dans le monde entier, je crierai, je dénoncerai ce phénomène, car on ne peut pas arrêter une personne ayant commis un acte aussi odieux, un acte aussi dégueulasse, et puis être relâché. On ne peut pas menacer les organismes compétents au profit d'un bourreau. Aujourd'hui, c'est l'enfant d'une autre personne. Tu vas dire oui, monsieur Khalif, c'est la fille de l'autre. Si c'était ta sœur, si c'était votre fille, si c'était votre mère, réagirez-vous ainsi? Alors, au-delà de ces violences-là, on a également des femmes qui font face aux violences sexuelles par des hommes. Maintenant, qui n'ont pas souvent la capacité ou alors la lucidité de dénoncer tout ça. Peut-être parce que c'est un problème, on estime que le mari ou alors l'homme est le chef et on se dit, bon, on doit être soumis, on doit totale soumission à l'homme. Comment est-ce que tu comptes faire ça, comment est-ce que tu comptes sensibiliser ces femmes dans nos régions et partout au Cameroun? Je vais tout d'abord commencer, M. Khalif, par la région de la Damawa. Parce qu'on va partir du particulier au général. Pour ce qui nous concerne, la région de l'Adamawa en particulier, mes frères, vous savez, nous sommes dans une région où la tradition a vraiment prôné. La tradition a pris le dessus, la religion a pris le dessus. Donc, monsieur Khalif, vous voyez par exemple dans un foyer où une femme est victime de violence, dans notre région bien sûr, elle ne va pas se prononcer. Est-ce que vous pensez que c'est de la peur? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'elle le fait par plaisir? Est-ce que cette femme aimerait se faire violenter comme ça tous les jours? Je vais prendre le cas de la violence physique. Une femme battue, qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi ne s'exprime-t-elle pas? Pourquoi ne dénonce-t-elle pas cet acte audible? Moi, je veux vous répondre, M. Khalif, tout simplement parce que dans notre région, nous faisons face aux traditions telles que la femme ne peut pas désobéir à son homme. La femme doit rester soumise. Monsieur Khalif, nous n'excitons pas la femme à la rébellion, mais la femme doit savoir qu'elle n'est pas un instrument. La femme a le droit de se sentir à l'aise dans un foyer. Alors, si elle est victime de violence, elle doit pouvoir s'exprimer. Parce que, à ce que je sache, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression existe quand même, M. Khalif. Et je ne pense pas que nous devions faire la distinction des régions. Même dans le septentrion, c'est le Cameroun, la liberté d'expression, ça existe. Alors pourquoi est-ce que la femme battue choisit-elle le silence? Tout simplement, ça fait 2 jours, j'étais avec le délégué des arts et de la culture et également le délégué de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons longuement échangé sur le sujet. Nous avons même fait des descentes sur le terrain parce qu'elle m'a fait comprendre, elle sait que cette famille, cette femme souffre d'une violence particulière. Elle a des preuves. Elle va vers elle et lui dit, nous avons juste besoin que tu nous parles pour que nous ayons une preuve de la personne directement concernée pour pouvoir réagir. Nous avons des ressources pour pouvoir t'aider. Nous avons des ressources pour pouvoir garder ton identité secrète. Nous avons des ressources pour pouvoir t'épargner toutes sortes de souffrances à l'avenir. Cette femme, elle est catégorique. Catégorique, elle ne veut pas parler. Elle refuse de dénoncer le bourreau. Elle préfère rester dans son silence, dans sa maison. Alors ça, ce n'est pas normal. Il n'existe pas que cette violence physique. Il existe également la violence économique. Lorsque dans un foyer, encore une observation dans notre région, lorsque dans un foyer, une femme ne travaille pas parce que son homme a dit « je ne veux pas que tu travailles », si cet homme ne parvient pas à subvenir aux besoins de la femme, vous savez ce qui se passe.
il y aura des critiques, il y aura des mots tels que c'est moi qui paye tout dans la maison, toi tu ne fais rien, ton travail c'est juste de dormir. Ça rabaisse déjà la femme de façon psychologique. Il faut également noter qu'il existe des violences sociales dont les femmes font face, particulièrement dans notre région, une fois de plus. Vous allez voir une femme musulmane qui refuse d'adresser la parole autant pour moi à une femme chrétienne parce qu'elle ne porte pas de foulard. Vous allez voir sur les réseaux, une femme publie une photo et dit qu'elle est du Nord. Moi en particulier, je fais face à cela. Tu dis que tu représentes la Damawa, mais on ne te voit jamais en foulard. Ça, c'est une discrimination. Parce qu'en réalité, le foulard, c'est une tradition, c'est une identité culturelle. Mais est-ce que c'est parce que la femme a enlevé le foulard sur sa tête qu'elle ne fait plus partie de cette région? C'est une violence sociale, M. Fati. C'est une violence. Donc, mais maintenant, avec n'as-tu pas un peu peur des représailles, puisque ton combat sera un peu de déconstruire ce qui a été fait pendant de très longues années, des décennies, peut-être même avant que tu ne sois de ce monde. Est-ce que tu n'as pas peur un peu? Monsieur Khalif, il faut bien un moment que quelqu'un essaie de prendre la parole et que quelqu'un prenne le devant. La preuve, nous avons eu Matampo Samba qui a pris le devant, même si on sait ce qui s'est passé après. Si je dois être cette personne-là, moi j'ai pas de souci. Mais si c'est que prendre les devants et prendre tous ces risques-là peut ouvrir les yeux, peut aider la société future à pouvoir pallier à certains problèmes dont nous faisons face dans la société actuelle, ce serait un risque rentable. Non, un risque qu'on te souhaite d'ailleurs de prendre parce que beaucoup de femmes en souffrent et ce serait bien que les femmes sortent de cette cacophonie, de cette moisseur qu'elles subissent au quotidien, des hommes parfois très véreux, très sévères, très méchants, permettez-moi l'expression. On a constaté également que tu fais des causeries éducatives, tu sensibilises les femmes. Comment est-ce qu'elles prennent ça? Est-ce que tu as un retour positif sur le terrain? Au départ, c'est vrai que j'ai organisé des causeries éducatives plusieurs fois pendant mon séjour ici là. Pour cela, au départ, elles sont très réticentes, mais avec le temps, il faut savoir les amener dans le sujet. Il faut leur montrer que non, on ne veut pas vous rebeller, non, on ne veut pas que vous réagissiez d'une certaine façon, mais nous voulons plutôt que vous fassiez ceci, cela. Donc, lorsqu'elles ont déjà compris cela, ça vient seul, elles se lâchent, elles deviennent abordables, elles posent des questions, elles se sentent intéressées, elles s'impliquent et c'est plus facile de communiquer avec elles. Et quel est le véritable problème? Où ça bloque avec les femmes du Grand Nord du Cameroun? Le véritable blocus que j'ai avec la région de l'Adamawa, c'est que nous avons encore des femmes qui sont ancrées dans la tradition. C'est pas mauvais parce que sans tradition on n'est rien, c'est notre identité. Elles sont vraiment ancrées, des personnes avec qui la communication est, je ne veux pas dire quasi, mais la communication est totalement impossible. Et lorsqu'on fait face à ce genre de personnes, généralement c'est ces personnes-là qui ont le plus besoin de notre aide. Alors comment aller vers elles? C'est vraiment compliqué à ce moment-là. Et c'est également compliqué lorsque tu te retrouves à l'extérieur de ta région, tu essayes de parler, même sur les réseaux déjà, tu essayes de parler. Ce sont tes frères en fait, ce sont eux qui te mettent en difficulté même sur les réseaux. Parce qu'on se dit, il ne faut pas se mentir, nous sommes la région la plus grande de ce pays. Nous sommes même le Grand Nord, le plus peuplé, la plus riche, ayant le plus de ressources, mais des ressources qui sont pillées, c'est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique alors ce fait-là que nous, lorsqu'on sort de notre région, on est mal vu, on est vu comme des traîtres? Qu'est-ce qui explique ce fait-là que lorsqu'on se retrouve face aux représentantes des autres régions, ce sont nos propres frères qui sont censés nous soutenir, qui nous mettent en difficulté face à eux? C'est encore contre eux que nous devions mener notre combat. Parce qu'au moment où je cherche à avoir de la familiarité avec eux,
Les autres, par contre, elles ont déjà cette familiarité, ça vient automatiquement. C'est un truc que quand on ne force pas dans les autres régions, ça vient et ça se fait. À ce moment-là, elles ont une longueur d'avance sur nous parce qu'elles passent directement en campagne. Nous sommes encore en train de chercher une approche face à ces familles, face à notre région. Le premier combat, c'est d'abord avec nos frères. Avec nos frères, avant de pouvoir progresser, il faut déjà avoir la tactique d'approche. Alors, face à ce problème-là, on ne va pas forcément te demander c'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ça, mais quel est le message que tu voudrais passer? J'aimerais tout simplement que nous soyons plus ouverts dans la région de l'Adamawa, parce qu'il faut noter que depuis que le concours Miss Cameroun existe, l'Adamawa... Nous sommes à la 17e édition. Nous sommes à la 17e édition. L'Adamawa, je ne sais pas si on a déjà fait un classement honorable ou si on a déjà remporté la compétition. Pas parce que, je tiens à le préciser, pas parce que nous n'avions pas eu des candidates à niveau, parce que nous avons eu de très bonnes candidates. Nous avons eu des candidates avec des performances, des compétences intellectuelles, physiques, morales, qui ont été bien assises, qui ont fait ce qu'il fallait, qui avaient toutes les capacités pour aller jusqu'à la couronne, mais qui se sont retrouvés bloqués à cause du même problème, car nos frères à nous n'arrivent pas à concevoir l'idée que nous fassions des concours de beauté. Parce qu'ils disent, une fois, quelqu'un m'a dit, si tu étais vraiment du Nord, tu ne devais pas faire ce concours. Parce que chez nous, la femme ne fait pas les concours de beauté. Tu es appelé à être dans une maison avec un homme. Et qu'est-ce que tu as répondu? Je n'ai pas tenu à répondre parce que, vous savez, généralement, on se retrouve face à ce genre de personnes qui étalent, je vais dire, leur ignorance en public. Et leur faiblesse. Moi, j'ai jugé qu'il ne méritait pas d'être répondu. Donc, je l'ai laissé dans le silence et je me suis en allée. D'accord. Alors, on arrive pratiquement au terme de cet entretien. Un message pour ceux qui voudraient bien te soutenir, que ce soit dans la région de l'Adamawa, au pays, au Cameroun, au-delà, et même peut-être même à l'extrême nord, dans le nord du Cameroun. Je vous invite à me soutenir en vous abonnant à ma page Aïcha Bobo officielle ou alors sur ma page Miss Adamawa. Ce serait un honneur de vous compter parmi mes abonnés et parmi des gens qui me mèneront jusqu'à la couronne parce qu'il faut dire que l'union fait la force. Et je sais que si on est ensemble, nul ne pourra nous arrêter et que la couronne pourrait très bien revenir dans notre région. Est-ce que tu as peur de ce concours? Je ne vais pas dire que j'ai peur au sens propre du thème, mais si je dis que j'ai peur, c'est tout simplement à cause du combat que je suis en train de mener parce que c'est un combat vraiment osé. C'est un combat qui demande de l'énergie, de la détermination. C'est vraiment une campagne présidentielle en soi. À 21 ans, il faut dire que c'est osé quand même de ta part de t'attaquer à un si gros et grand problème qui dépasse ton âge. C'est un grand problème qui dépasse mon âge, mais comme on l'a dit, l'âge ne détermine pas la personnalité d'une personne. J'ai peut-être 21 ans, mais il y a des personnes plus âgées que moi qui n'ont pas cette personnalité-là, qui n'ont pas ce cran de pouvoir se lever et dire stop à quelque chose. Donc moi, l'âge m'importe peu importe là où je me trouvais, tant que je pourrais donner de la voix, je le ferai sans hésitation. Merci bien. Je vous remercie, M. Khalif.